こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Le 10 avril, le procureur de Fukuoka mettait en examen Madame Urakami Yoko, 44 ans, pour homicide par négligence sur la personne de Kurakake Toma, 5 ans, élève dans l'école maternelle qu'elle dirigeait. Ce fait divers dramatique qui a ému tout le pays avait eu lieu le 29 juillet 2021 alors que le pays connaissait une vague de chaleur sans précédent et un regain de l'épidémie de Covid. Si ce dramatique décès ne fut pas un acte malveillant, il braque cependant les projecteurs sur l'une des failles du système préscolaire japonais qui fait malheureusement quelques victimes tous les ans. Mais revenons sur les faits. Le 29 juillet 2021, comme tous les matins, Madame Murakami prenait le volant de son bus de ramassage pour aller chercher la douzaine d'élèves éparpillés dans la campagne de cette préfecture très rurale de Fukuoka pour rejoindre son école maternelle publique de Nakama, un village de la région. Avec son assistante de 58 ans, dont le nom n'a pas été divulgué par la police, mais qui est elle aussi mise en examen, elle avait pour mission quotidienne de gérer 59 enfants entre 4 et 6 ans, après en avoir fait un ramassage scolaire en bus de plus d'une heure entre 6h30 et 7h40 du matin. Ce jour-là, le petit Toma était monté dans le véhicule et s'était assis, silencieux et masque sur le visage, comme c'était la règle depuis un an, puis, fatigué par un rythme déjà très soutenu pour un enfant de son âge, avait dû s'endormir pendant le trajet. Arrivée à son école, la directrice, chauffeuse, institutrice, cantinière, éducatrice fit descendre ses élèves et gara son bus pour commencer la classe 5 minutes plus tard. À 17h, lorsqu'elle reprit sa casquette de conductrice pour ramener les enfants chez eux, elle découvrit le corps sans vie du petit Toma couché sur la banquette arrière. Dans la précipitation du matin et les consignes de ne pas parler, il avait été oublié et avait passé 9 heures dans le véhicule garé en plein soleil. Une reconstitution a pu établir qu'il avait fait une moyenne de 54 degrés dans le bus toute la journée. Le garçonnet était décédé d'une crise cardiaque vers 15 heures, déshydraté et en hyperthermie. L'enquête aura duré 9 mois pour déterminer les responsabilités des uns et des autres et le procureur, au vu des réalités de ce drame, a décidé de poursuivre les deux actrices de cette journée fatale tout en les laissant en liberté. En effet, si la faute professionnelle est évidente et en aucun cas niée par les deux accusés, elle reflète aussi la dure réalité des employés scolaires du public en milieu rural qui doivent composer avec des installations souvent vétustes, des emplois du temps impossibles de plus de 12 heures par jour, des postes multiples et parfois très différents pour un seul salaire en général très bas, des effectifs importants et dispersés sur des dizaines de kilomètres avec l'obligation de ramassage scolaire. Les personnels déjà épuisés ont dû faire face à la crise du Covid et les mesures drastiques prises par les autorités. D'après les résultats de l'enquête, c'est une accumulation de faits liés à la fatigue qui serait à l'origine de ce drame terrible. La nouvelle directrice Umeda Noriko, nommée après le renvoi administratif de Madame Murakami, a présenté ses excuses aux parents et la préfecture a nommé une 3e employée dans cette école pour qu'une telle chose n'arrive plus jamais. Affaire à suivre. Le 11 avril, vers 2 heures du matin, dans le quartier de Inage à Chiba, mademoiselle Suzukawa Yukari, 26 ans, graphiste indépendante, est venue dramatiquement grossir les rangs des victimes de chauffards du 3e âge dont je vous parle trop souvent. En effet, cette nuit-là, après son travail, elle était sortie acheter de quoi prendre une collation nocturne au convenience store du coin de sa rue. Ses emplettes effectuées alors qu'elle rentrait chez elle, empruntant les passages piétons protégés, elle a été violemment percutée par Kawaguchi Ryutaro, 80 ans, agent immobilier au volant d'une Toyota Crown, et suivi par un ouvrier de 65 ans qui travaillait avec lui à la rénovation d'habitation, Nakaoka Takeshi, au volant d'une camionnette Isuzu et qui, lui aussi, ne pouvant maîtriser sa trajectoire, est venu écraser la malheureuse. C'est un client de l'épicerie de nuit ayant assisté à l'horrible scène qui a appelé le 110 pour signaler l'accident. Les secours sont arrivés très rapidement sur place, mais moins que les deux conducteurs qui ont pris la fuite immédiatement après le drame. Malheureusement, la victime a été déclarée morte par les secouristes dès leur arrivée.
Quant aux deux hommes, les caméras de vidéoprotection de la rue et du magasin ainsi que la vidéo prise par la personne qui a appelé les secours ont permis de les identifier sans méprise et ils ont été appréhendés à leur domicile moins de 2 heures après l'accident. Niant d'abord les faits, ils ont finalement reconnu avoir peut-être percuté quelqu'un, mais affirment que le feu était vert pour eux et la victime avait un comportement dangereux. L'analyse des images montre le contraire et ils auront du mal à justifier un délit de fuite des plus abjects. L'agent immobilier de 80 ans souffre de nombreuses pathologies liées à l'âge et a avoué ne plus vraiment maîtriser la conduite depuis quelque temps. Apparemment, d'après l'enquête, les deux hommes étaient allés sur un chantier situé à 200 km de leur domicile et rentraient chez eux très fatigués, sans avoir pris de pause. Pour l'artisan de 65 ans, une bonne dose d'alcool retrouvée dans ses analyses aggrave encore un peu plus les charges. Le procureur les a mis en examen pour homicide avec arme par destination, délit de fuite et association de malfaiteurs. Ils risquent 20 ans de prison. Affaire à suivre. Dans le cadre du grand plan de lutte contre la cybercriminalité et la pédocriminalité dont je vous ai longuement parlé dans les éditions précédentes, l'Agence nationale de police et le ministère viennent de lancer un programme ambitieux et indispensable contre l'un des fléaux croisés de ces deux types de criminalité montante. Depuis 2 semaines, des officiers de la cyberbrigade visitent les collèges et les lycées pour mettre en garde et éduquer les adolescents contre la délinquance sexuelle en ligne, le chantage au nu et les dérives criminelles qui ont conduit 514 enfants entre 10 et 17 ans à être victimes de viols en 2021. C'est d'abord au lycée privé Subaru de Kyoto que les policiers ont abordé 2 facettes de ces crimes en ligne. Face à la globalisation des moyens de communication et des réseaux sociaux, de plus en plus de jeunes filles sont en relation avec des correspondants étrangers qui ne partagent pas les mêmes codes qu'elles et passent par un mauvais anglais vernaculaire ou un traducteur en ligne pour communiquer. Depuis quelque temps, la systématisation des demandes de photos de nus de la part de ces correspondants, des jeunes hommes à 99%, inquiète les autorités puisque nombre de ces photos sont ensuite exploitées sur des sites pédopornographiques amateurs qui, eux aussi, sont en constante augmentation. L'attrait de la jeunesse japonaise pour l'Europe et les USA avait trouvé dans les réseaux sociaux le moyen de sympathiser au-delà des mers, mais cette technologie se retourne maintenant contre la jeunesse japonaise qui se voit assaillie de demandes du monde entier, à tel point que les autorités pensent à instaurer des filtres sur ces applications. Le second problème découle lui aussi de ces réseaux qui ont vu la starisation des youtubeurs et autres tiktokers exploser dans les 5 dernières années. Si certains d'entre eux ont pu mal se comporter, c'est surtout un autre phénomène qui fait rage et crée de véritables drames chez les jeunes filles depuis quelques années. Sur les différentes applications populaires auprès de la jeunesse japonaise, de nombreuses personnes s'introduisent sur des forums de fans de tel ou tel vidéaste et se font passer pour des amis ou des collaborateurs de ces derniers, instaurant un climat de confiance avant de demander des photos, puis très vite des nus avec une promesse de pouvoir parler à leur youtubeur préféré. Nombre d'entre elles s'exécutent et se voient très vite victimes de chantage. Menaçant de rendre les photos dénudées publiques, ce cauchemar se transforme en racket ou en viol. Le travail des policières et des policiers en charge de cette campagne est avant tout d'informer les jeunes filles du caractère criminel des gens qui leur demandent pareille chose, ensuite de démystifier les stars du web et le rêve étranger, puis en les confrontant à des situations simulées telles qu'elles pourraient les croiser dans la vie pour leur donner les armes nécessaires. Apprendre à dire non, à se détacher du miroir aux alouettes et à signaler toute demande indécente constitue une première étape dans le travail d'une brigade bien décidée à lutter efficacement contre ce fléau des temps modernes. La directrice du Centre national contre la cybercriminalité, Kirihata Yutaka, et toute son équipe vont poursuivre leur travail à travers tout le territoire. Depuis peu, la division Internet d'Interpol, en collaboration avec eux, a permis l'arrestation de plusieurs criminels en Europe et aux USA qui avaient obtenu ce genre de photos de mineurs par la ruse. Affaire à suivre. Le 11 avril dernier, les pompiers de Midori, dans la préfecture de Gunma, étaient appelés pour un incendie au domicile de M. Funata Akio, 73 ans. Après avoir circonscrit le feu, ils découvraient le corps sans vie du malheureux au milieu des décombres.
L'incident, qui avait d'abord l'air d'un banal accident domestique, fit l'objet d'une enquête pour déterminer l'origine du feu et le corps de la victime fut envoyé au légiste pour une autopsie. Très vite, le praticien s'aperçut que l'homme était mort avant le début du sinistre, victime de nombreux coups portés au thorax, au cou et à la tête avec un objet contondant. Quant à l'incendie, il avait été déclenché volontairement et les pompiers ont retrouvé des traces d'essence dans la salle à manger et la cuisine, confirmant l'acte criminel. Le voisinage et les proches de la victime sont actuellement interrogés et les enquêteurs tentent d'en savoir plus sur les relations, amitié et inimitié de Fnato. La piste d'une rivalité entre joueurs de mahjong semble être prise très au sérieux par la police, qui a commencé une série d'auditions d'hommes âgés de 70 à 81 ans. Pour des raisons qui échappent à la statistique officielle, il y a une recrudescence de meurtres violents entre personnes âgées depuis 2020, et celui-là semble s'inscrire dans cette étrange vague. Le commandant de la brigade de Midori avait déjà eu à enquêter sur la mort violente par arme blanche d'une femme de 79 ans à l'été 2021, arrêtant sa meurtrière de 72 ans. Quand la population commence à avoir peur de ces vieux, la jeunesse peut dormir tranquille. Affaire à suivre. Le 9 avril, la police préfectorale de Saitama était appelée pour une rixe en cours sur un parking de résidence privée. Arrivé sur place, l'équipage y découvrait le corps sans vie d'un homme de 72 ans, Horiguchi Takao, allongé au pied de son fils en pleurs. Le vieil homme venait de succomber à 11 coups de couteau portés à la poitrine et le fils, ainsi que les témoins, furent à même de désigner l'agresseur dont la voiture était garée à côté de celle de la victime. Le suspect, Matsumoto Fumiaki, 50 ans, était un voisin de Horiguchi et put être arrêté à son domicile quelques minutes après l'arrivée de la police. Le fils et les proches de la famille parlèrent vite de relations houleuses entre les deux hommes et de nombreuses disputes relatives à des emprunts intempestifs de la part de l'agresseur. Sans emploi depuis plus d'un an, il vivait toujours dans la maison de famille dont il avait hérité, mais ne pouvait plus assurer l'entretien de cette dernière, consacrant tout son budget à l'alcool et aux jeux. À de nombreuses reprises, il avait emprunté cisailles, tondeuses et autres outils à la victime sans son autorisation, et avait mal pris le fait de se le faire reprocher. Des disputes puis des empoignades précédèrent une plainte de la part de la victime, plainte que Matsumoto prit très mal avant de décider de la mort de ce dernier. Il aurait parlé de cette intention de le supprimer à ses camarades de beuverie, ce qui, pour le procureur, change la donne au niveau de la mise en examen. Après des aveux complets devant l'abondance de preuves irréfutables, le suspect a été mis en examen pour assassinat et risque la prison à perpétuité. Affaire à suivre. Le soir d'Halloween 2021, un massacre familial terriblement violent était découvert par la brigade de Yamashina à Kyoto. Volontairement passé sous silence par les autorités pour ne pas affoler la population, l'auteur des faits avait été arrêté la nuit même du meurtre et placé en hôpital psychiatrique dans la foulée. Revenons un peu sur les faits. Dans la matinée du 31 octobre 2021, les parents de Matsui Masahiro, Shinya, son père de 66 ans, et Michiho, sa mère de 61 ans, étaient venus manger chez leur fils aîné dans sa résidence du quartier de Yamashina à Kyoto. L'homme de 37 ans, qui connaissait des problèmes personnels depuis des années et avait perdu son emploi, semblait être dépressif et ses parents voulaient faire le point avec lui sur sa situation. Pour une raison toujours inconnue à ce jour, la soirée vira au cauchemar et Matsui Masahiro massacra ses parents à coups de hachette et de couteau avant de prendre la fuite dans sa voiture, laissant la porte de son appartement ouverte. Vers 18h20, le fils cadet des Matsui, ne voyant pas ses parents revenir de ce déjeuner et ayant essayé de les contacter à maintes reprises, alerta la police, craignant un accident de la route. L'alerte fut donnée et la police chercha la voiture du couple en vain et se rendit au domicile du fils aîné où ils découvrirent la terrible tuerie. Un avis de recherche fut immédiatement lancé et le meurtrier présumé ne tardera pas à être arrêté par la police de la route de Kameyama alors qu'il grillait un nouveau feu rouge à vive allure. Visiblement confus et ivre au moment de son placement en garde à vue, il sera interné dès le lendemain et placé en surveillance psy dans un établissement fermé.
Après presque 6 mois d'examen et d'évaluation, le corpus médical a finalement rendu son verdict et a déclaré Matsui parfaitement sain d'esprit et donc apte à être jugé pour le double homicide de ses parents. Le procureur de Kyoto vient donc de le mettre en examen pour 2 meurtres aggravés et risque de demander la peine capitale. Affaire à suivre. Le 10 avril dernier, un habitué du pub The Ramp à Yamagata, étonné de voir que la porte de son établissement de soif préféré était déjà ouverte à 16h30, poussa cette dernière mais eut une bien mauvaise surprise. Si une bière attendait bien quelqu'un, c'était plutôt le patron des lieux, Furusawa Shota, 36 ans, qui gisait au beau milieu de l'entrée de son établissement. L'homme appela police et ambulance, mais c'était trop tard, Furusawa était déjà mort et fut emmené par la police pour une autopsie après avoir gelé la scène de crime. Le légiste indiqua que la victime était décédée suite à de nombreux coups à la tête donnés avec une batte de baseball et des chaussures ferrées, et qui avaient entraîné un traumatisme fatal. L'endroit, très fréquenté par les employés de bureau du quartier, n'avait pas la réputation d'un établissement malfamé et la police n'avait jamais eu à y intervenir en 10 ans d'activité. Situé à 150 mètres de la gare centrale de Yamagata, et donc exposé à de nombreux autres magasins et centres commerciaux, le pub était scruté indirectement par un grand nombre de caméras de vidéoprotection qui donnèrent vite la clé de l'énigme aux enquêteurs. En effet, dans la nuit du 9 au 10 avril, vers 5h30 du matin, ils virent 3 individus entrer dans l'établissement alors même que celui-ci venait de fermer au public et en ressortir précipitamment 15 minutes plus tard. Les 3 hommes de 30, 31 et 41 ans furent rapidement identifiés par la police car tous fichés et interpellés moins de 4 jours après le drame. Membres d'un gang yakuza très actif dans la limonade, ils travaillaient depuis peu dans un pub concurrent ouvert par leur organisation à quelques encablures du Stomp et voulaient certainement éliminer la concurrence. Le 14, l'un d'entre eux a fini par avouer avoir frappé Furusawa pour un différend commercial mais ni l'avoir tué. Il affirme aussi avoir été seul cette nuit-là, mais les images parlent d'elles-mêmes. Le procureur vient de mettre les 3 individus en examen pour meurtre en réunion et violation de la loi anti-gang. Ils risquent 30 ans de réclusion. Affaire à suivre. En décembre 2021, le mangaka Suzuki Kenya, auteur de Oshiete Gyalko-chan, était arrêté pour possession et importation illégale de photos pédopornographiques, créant un scandale national relayé par tous les médias. Repéré après un contrôle aléatoire de courrier, l'auteur, qui commandait des revues, recueils et DVD à un éditeur allemand clandestin, a avoué une addiction à la pornographie européenne, mais nié avoir choisi des titres contenant des enfants, affirmant que c'était l'éditeur qui choisissait ce qu'il mettait dans les envois. Mais après une perquisition à son domicile, la police criminelle dont dépend ce genre d'affaires y a découvert une très grande quantité de matériel pédopornographique constituant même l'intégralité des possessions de M. Suzuki. Comble de l'immonde, on a retrouvé chez lui une grande collection de photos de jeunes filles japonaises entre 8 et 15 ans, prises visiblement sous la contrainte et vendues aux enchères sur un site illégal. Certaines des victimes présentes sur ces clichés sont d'ailleurs toujours portées disparues. D'après l'enquête demandée par le procureur, l'auteur se procurait ce genre de choses depuis 2020 et n'aurait jamais cessé d'en acheter. Mis en examen puis jugé en avril, sa défense avait été d'invoquer la réforme de la loi japonaise sur la pornographie infantile de 2021 et le caractère légal de celle-ci, avant. Mais la nature même des choses horribles retrouvées chez lui sortait déjà du cadre de cette loi honteuse heureusement réformée. Au terme des audiences, le procureur avait réclamé 14 mois de prison ferme pour le mangaka, mais le juge Ishii Kan a finalement prononcé une peine de sursis avec mise à l'épreuve de 3 ans, estimant que les sanctions professionnelles et sociales qu'avait déjà reçues l'accusé étaient suffisantes pour sa pénitence. En effet, suite à la révélation du scandale, l'éditeur Kadokawa avait annulé son contrat d'édition et retiré ses titres de la vente. Le contrat d'adaptation en animé de son manga Oshiete Gyalko-chan avait lui aussi été dénoncé et les différents éditeurs de Suzuki lui réclament maintenant des sommes astronomiques pour sanctionner les ruptures de la clause morale de ses contrats. Aujourd'hui ruiné, l'homme a déclaré qu'il s'excusait pour ce scandale et avouait avoir une addiction à la pédopornographie et vouloir se soigner.
Il a fait des excuses publiques avec acte de contrition en direct, comme c'est l'usage au Japon, et s'est longuement excusé et justifié auprès de ses lecteurs, mais pas un instant auprès des victimes du trafic immonde dont il fut l'un des rouages. La maturité incroyable du narrateur de ce remarquable programme nous a toujours empêchés de tomber dans la blague facile et le mauvais goût. N'est-ce pas ? Bah, dites quelque chose. Je vois. Alors, puisque c'est ça, pas de chaussettes crado ni de voleurs de slip aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire de... mec qui a perdu ses clés dans sa femme. Tiens, non, trop fun. Voyons. Ah, j'ai trouvé un voyeur malvoyant qui confond un lycée avec un EHPAD. Si, c'est vraiment dans le journal. Non, trop spécialisé. Mais oui, je sais ce qui va vous plaire, comme disait le poète. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. 30 mars 2022, Académie de police de Chiba, bâtiment de 1h du matin. 24 piou-piou de la prestigieuse école sont encore debout dans ce vaste dortoir au mépris des plus élémentaires règles de santé et du règlement intérieur. Tous semblent s'affairer autour d'une table et grincent des dents comme si leur vie en dépendait. Un aspirant Pandore plus grand que les autres, en survêtement noir et jaune et hilard, semble ramasser de petits tas de papier sur la grande table habituellement dédiée au pliage du petit linge réglementaire. Dans l'ombre, certains jeunes prétendants au trône de la loi se tiennent la tête entre les mains comme si leur vie s'achevait à cet instant précis. Tout à coup, un claquement dans la nuit, les lumières qui s'allument, des cris, des bruits de pas. Une brigade entière de vrais policiers en tenue d'intervention qui se déploie dans la casemate et plaque les cadets au sol avant de les menotter. Les 24 jeunes gens sont à terre, coincés et conduits manu militari au dépôt. Mais quel complot gluant pouvait bien se tramer dans cet antre de la justice et de la loi ? L'affaire avait commencé quelques mois plus tôt alors que la responsable du foyer s'était aperçue que les jeunes recrues consommaient de moins en moins et demandaient plus de crédit que d'habitude, comme si une soudaine récession de l'argent de poche venait de frapper la belle jeunesse. Troublée par cette soudaine précarité, la brave cantinière s'enquéra auprès de sa hiérarchie de la bonne santé financière de ses petits protégés et d'éventuelles sanctions prises contre les garnements. Mais le constable instructeur, sévère mais juste, comme tous les constables instructeurs, ne connaissait aucune sanction pécuniaire réglementaire et ne put renseigner la pauvre femme. Cependant, notre formateur bienveillant avait lui aussi un petit problème avec ses protégés. Chaque matin, il traînait la patte à l'exercice, s'endormait à table dès midi et l'instruction à peine terminée, filait dans leur chambrée, souvent sans manger. Si tout cela semblait fort spartiate, et pas pour lui déplaire, il s'inquiétait pour ces petits chatons en pleine croissance dont le sommeil était la clé d'un apprentissage réussi. Par conscience patriotique et professionnelle, le brave homme se mit dans l'idée que quelque chose de pas très orthodoxe se tramait dans la carrée et se donna pour mission d'en percer le mystère. Tapis dans l'ombre et aux aguets, le fier constable se fit nuit, silence et attention. Vers 23h, alors que tout était silencieux, dedans comme dehors, une luciole, puis une autre, et bientôt des dizaines brillèrent dans la pénombre et se rassemblèrent. Une vingtaine de jeunes gens s'assirent autour de la table à linge, et le plus grand d'entre eux, celui qui parlait le plus fort pendant l'instruction et martyrisait ses camarades à l'exercice, sortit un paquet de sa poche. Il prit la place du bout et, en chuchotant fort, lança un « Allez, placez vos mises, messieurs, je distribue !» Enfer et putréfaction, les conscrits du futur étaient en train de perdre leurs âmes et leurs économies au jeu. Mais notre espion redresseur de tort attendit un moment pour en avoir le cœur net et se laissa bercer par la douce mélopée du vocabulaire blackjack et dive go, fief et joueur qu'il était. Maître constable, par l'odeur alléchée, s'approcha doucement du cercle infernal et prit part à la mise, assurant ses petits protégés de son silence s'il le laissait entrer dans la danse. Point de martingale ni de veine dans la pogne du sergent et après quelques mains malheureuses, sa solde n'était plus qu'un souvenir. Aussi irrité que vexé, il repartit la queue entre les jambes et se fondit dans la nuit de sombres dessins en tête. Il ne lui fallut que quelques heures pour informer sa hiérarchie des activités honteuses pratiquées par les piou-piou de la glorieuse police entre ses murs. Alors, dans la fatidique nuit du 30 mars, les infâmes furent cueillis et le brave constable, le sentiment du devoir accompli, put négocier le retour de ses gains contre un oubli provisoire d'un rapport qui les aurait tous envoyés au diable.
L'escouade du déshonneur fut mutée à Togane et sera répartie dans des petits postes de police surveillant un quartier connu pour ses cercles de jeu. À n'en pas douter, la loi sera appliquée à la lettre. Moralité ? Qui bluffe avec une paire de deux en a une sacrée paire, scrogneux. Je sais, ça ne veut rien dire et je viens de l'inventer, mais je fais ce que je veux. Comment ça, j'ai pas le droit? Mais si, j'ai le droit. On parie? Non, mais oh, non, c'est pas... Aujourd'hui, exceptionnellement, pas de coup de pouce, mais la suite d'un coup de gueule. La chaîne Love Doll Sokuho est une chaîne japonaise qui fait l'apologie de la pédocriminalité, montre, teste et propose à la vente des sex dolls à l'effigie d'enfants et tente de réhabiliter des pédocriminels condamnés comme Suzuki Kenya. Je vous l'ai signalé via une petite vidéo en vous demandant de la signaler autant que possible pour qu'un tel contenu disparaisse du paysage. YouTube a réagi assez vite à notre millier de signalements en 24 heures et ça je vous en remercie du fond du cœur. La réponse à ces signalements fut de soumettre les vidéos en question à une limite d'âge. Une fois de plus, je ne vais pas être grossier et garder mes commentaires pour moi. Alors, je vous demande de continuer à signaler cette chaîne en masse pour faire pression sur YouTube afin de revoir sa politique en termes de pédocriminalité qui semble bien moins pointilleuse que celle sur les pixels prétendument évocateurs de Duke Nukem ou les balades historiques un peu sanglantes. Je rappelle encore une fois que le propriétaire de cette chaîne ne fait pas que présenter des sex dolls à l'effigie d'enfants, ce qui constitue déjà une abomination répugnante, mais fait aussi l'apologie de pédocriminels condamnés comme Suzuki Kenya, se plaint du mauvais traitement des pédophiles dans le monde et vous donne tout le kit pour importer ces saloperies sans vous faire attraper par la patrouille. Pour mémoire, Suzuki possédait des photos d'enfants violés et signalés disparus par la police. Je vous le rappelle, les pédos tuent et ce genre de chaîne est complice de ces meurtres. Alors je compte sur vous pour faire cesser tout cela et ne jamais hésiter à signaler ce genre de contenu. Moi non plus, je n'aime pas faire le flic, mais là, ne pas le faire est de la non-assistance à personne en danger, les enfants. Merci à vous. Voilà, cette 51e édition de Petit Satsujin est presque terminée, alors redescendons d'un cran. Tout d'abord, merci à tous pour vos formidables retours sur la 50e qui fut un vrai plaisir à faire et encore merci aux copains. Mais que ces festivités ne nous fassent pas perdre de vue l'essentiel. Êtes-vous abonné à Satsujin? Je pose la question. Allez-y, réfléchissez. Eh non! Voilà, j'en étais sûr, vous regardez et vous n'êtes pas abonné. Quelle indignité! Alors vous avez 8 secondes pour le faire. 6, voilà, c'est mieux là. Bon, comme vous le savez, la chaîne connaît plus de démonétisation que Liz Taylor de mariage. Référence de vieux, c'est vous dire. Alors si vous pouvez et voulez aider la chaîne, vous pouvez le faire sur Tipeee et Utip, croyez-moi. C'est très utile et aide énormément la chaîne, puisque je vous le rappelle, YouTube est devenu mon métier et que mon employeur ne me paie pas, ou presque pas. Vous pouvez aussi soutenir en allant faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les CD des musiques de la chaîne, des prints et autres goodies. N'oublions pas la boutique Spreadshirt dont le monde du bon goût et de la mode parle de New York à Tokyo en passant par la Garenne-Colombe. Vous y trouverez les t-shirts Satsujin qui feront de vous l'humain le plus classe de la plage, le tout dans une qualité inégalée à ce jour. Si. Enfin, n'oubliez pas de rejoindre l'unité Satsujin, le bouton rejoindre est juste sous la vidéo, là. Oui, non, là, oui, voilà, là. De passer sur Discord et mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, j'y suis assez souvent et y poste des photos de coucou. Je vous laisse, je vais m'envoyer une petite mousse. Dis donc, tu m'en une bière aussi, s'il te plaît. Je crève de soif, moi, ici. Et une fraîche, si tu as. Matane.